Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Présentation. Je suis centriste depuis que j'ai une conscience politique. J'écris ce livre à la première personne conjugale parce qu'il s'y agit avant tout de mes propres ou personnelles convictions, positions et orientations politiques. J'écris ce livre pour 2 raisons. La première, je suis devenu centriste de conviction précisément vers la fin de ma vingtaine. Comme bon nombre de gens, j'ai appris au fil de mes petites expériences et en contact avec différentes manières de penser, de concevoir et d'agir, comment me déterminer librement en société. Cette attitude personnelle de liberté a créé par la suite chez moi une conviction de liberté. Conviction que je rattache à une et une seule chose, l'idéal démocratique. Pour moi, au-delà de la santé et de l'éducation, la démocratie est et restera pour toujours la chose la plus importante et la plus chère de tous les temps pour toute société humaine. Je suis centriste avant tout pour la démocratie. À la lecture du présent ouvrage, le lecteur, je l'espère, saisira la spécificité du rapport du centre à la démocratie comparativement aux autres mouvances politiques. La deuxième raison pour laquelle j'écris ce livre est la crise globale que traverse le monde depuis plusieurs années. Il est clair qu'avec le trou créé par la finance politique dans le processus économique, l'économie réelle est devenue partout dans le monde un véritable casse-tête pour les États et gouvernements. Les vieilles recettes libérales ou socialistes, qui ont fait les 30 glorieuses, ont été toutes balayées en moins de 3 décennies par une conjoncture internationale sans précédent. Cette mutation a été tellement forte qu'on peut dire aujourd'hui qu'entre le phénomène métahistorique et universel de la mondialisation libérale et l'émergence politique de la finance à l'échelle planétaire, on est passé d'une conjoncture internationale à une structure mondiale. Il n'y a en principe aucun mal au fait qu'il y ait une dynamique globale à l'échelle du monde. Seulement, quand l'ordre en vigueur crée partout plus de désordre que d'ordre, de déséquilibre que d'équilibre, il devient urgent ou nécessaire de situer, de resituer ou de restituer les termes objectifs du débat sur l'ordre et l'évolution des sociétés politiques contemporaines. La conviction politique la plus forte et sincère est que les meilleures années du passé dans l'ère moderne ont été accomplies avec des formes de gouvernance politique de type centriste, et que la sortie de cette grande crise en cours ne serait réalisée qu'avec encore celle-ci. Je n'idéalise pas le centre. Je cherche juste à travers le présent ouvrage à présenter, avec une précision que je veux optimale, ce qui caractérise la mouvance politique la moins coincée dans l'emphase idéologique, la moins idéologiquement sectaire, la plus lucide du point de vue du discours politique et la plus pragmatique et efficace du point de vue de l'action politique, le centre. À ce que je sache, jusqu'ici personne n'a écrit un livre présentant en toute précision la mouvance centriste en dehors de la droite libérale et du socialisme traditionnel. La plupart des écrits sur la constitution génétique du centrisme politique se contentent de reprendre l'histoire du réformisme politique, entre le libéralisme et le socialisme. Le centre est plus profond que cela en termes originaux et organiques. On sait bien que la pensée politique de Karl Marx est l'inspirateur central ou le béton armé de la mouvance politique dite de gauche. On sait bien que John Locke est le précurseur de la pensée politique libérale, mais du centre on ne sait pas grand-chose. Faites le tour du monde. Demandez aux responsables politiques se revendiquant du centre au-delà de la droite et de la gauche, d'où vient leur mouvance politique, et quels sont les déterminants singuliers ou majeurs de leurs convictions politiques. Ils vous répondront en vous ressassant leurs nobles valeurs libérales et socialistes, pour finir par leur sens du pragmatisme et du réalisme. Mais ce pragmatisme et ce réalisme du centre ne viennent pas de nulle part. Le centre a des origines propres. Il a une idéologie propre. Il a un principe général propre, et il a à son compte bien plus de réussite en matière de travail gouvernemental que toute la droite libérale et toute la gauche socialiste réunies. D'ailleurs, aujourd'hui où ces 2 dernières mouvances politiques pratiquent la même politique économique et sociale, il ne reste, à vrai dire, plus que le centre pour faire émerger une alternative à la hauteur des défis qui interpellent les États et gouvernements. Le nationalisme politique, comme la gauche radicale, est idéologiquement et politiquement une mouvance de circonstances, alors que le centre est une mouvance systémique. On ne peut pas gouverner de manière stable et durable avec des extrêmes. Vous me direz que le système va très mal parce qu'il fait très mal, et que le centre en est le cœur. Je vous l'accorde,
Mais entre le centre comme mouvance politique et le centre comme ordre gouvernemental, il y a une différence réelle. J'essaierai de montrer la différence dans le présent ouvrage. À mon avis, avec la déchéance du système libéral de la droite majoritaire et de la gauche majoritaire, il n'y a que 3 options idéologiques qui se présentent aujourd'hui aux sociétés politiques modernes: la gauche radicale, la droite nationaliste et le centre. La gauche radicale ne veut pas trop voir le monde qui change, la droite nationaliste ne voit le changement que d'un et d'un seul côté, le centre, quant à lui, prend en considération toutes ces transformations et tendances et tente de les conduire à un point d'équilibre entre l'individuel et le collectif et pour le bien-être de chacun et de tous. Le centre est, à mon avis, la seule mouvance politique qui peut déconstruire le système pour ensuite le reconstruire sans verser dans le formalisme idéologique. On parlera du centre dans ses diverses figures ou représentations. On parlera aussi de la position du centre par rapport à différentes questions politiques: la démocratie, la gouvernance politique entre l'économique et le social, l'écologique, la nation, la mondialisation, entre autres. Le présent ouvrage se veut relativement petit en termes de volume, mais clair ou précis dans le fond de l'argumentaire. Si au bout de l'exercice le lecteur arrive à distinguer ce qui fait la singularité du centre, entre son émergence, son évolution et sa position idéologico-politique actuelle, j'aurai atteint mon objectif principal. Je pars de la question de savoir quelles sont les figures légendaires et constitutives du centre. Précisément, de la question de savoir qui représente dans le centre ce que Karl Marx, par exemple, est à la gauche socialiste ou John Locke, par exemple, à la droite libérale. Je finis en traitant de plusieurs questions interpellant les centristes mais également toutes les autres mouvances politiques, comme tous les États et gouvernements. On verra sur chaque question comment les centristes se distinguent des libéraux orthodoxes et des radicaux dogmatiques de droite et de gauche. En passant, on traitera de l'ADN ou de l'empreinte génétique du centre, de la différence entre le centre comme ordre gouvernemental et comme mouvance politique ainsi que du rapport du centre au libéralisme et au socialisme. Des fondements idéologiques du centre. D'où vient le centre ? Il n'y a pas de réponse directe à cette question car le centrisme politique est né d'un mélange entre un réformisme libéral de droite et un réformiste socialiste de gauche. Pour autant, le centre n'est ni de gauche ni de droite, et ni est de gauche et de droite. Pour qui connaît bien ses fondements et principes de base, il n'est point à définir à partir de la gauche ou de la droite. J'expliquerai plus loin dans ce livre pourquoi l'existence du centre comme mouvance politique globale est pertinente dans certains pays et pas ou moins dans d'autres. Autrement dit, dans quel contexte politique le centre uni est-il possible et pertinent, et dans quel contexte politique la décomposition du centre entre la droite et la gauche est-elle compréhensible et même logique? Pour rendre compte de l'origine du centre, il faudrait préciser de quelle droite et de quelle gauche répond celui-ci. Cette question nous reviendra plus loin, lorsqu'il s'agira de traiter du rapport du centre au libéralisme et au socialisme. Il y a un libéralisme auquel adhèrent tous centristes de conviction. Il en est de même pour le centre vis-à-vis du socialisme. Mais le centre est traditionnellement plus à droite qu'à gauche. Il est plus libéral que socialiste, mais son libéralisme est fondamentalement socialiste et son socialisme foncièrement libéral. C'est d'ailleurs pourquoi il y a une entière confusion autour de l'identité idéologico-politique du centre. Je cherche ici à lever cette ambiguïté en présentant la manière dont l'idéologie politique du centre a émergé, mais également en m'attardant un peu sur ceux qui me semblent être ses principaux précurseurs et premiers grands animateurs. John Stuart Mill, de l'utilitarisme altruiste. Pour savoir d'où vient la pensée politique qui est au fondement du centre comme mouvance politique et comme ordre gouvernemental, il suffit de reprendre la même question posée un peu plus haut. Qui pourrait représenter au centre ce que Karl Marx est pour la gauche et John Locke pour la droite ? À cette question je réponds sans embâche et avec assurance, John Stuart Mill. John Stuart Mill ? Mill ? Quel est le tribun politique qui en parle ou qui en a déjà parlé ? Personne. Ni de lui, ni de sa doctrine, à savoir l'utilitarisme altruiste. Je précise au passage qu'il y a 2 utilitarismes. Celui de Jeremy Bentham et de James Mill, respectivement le parrain et le père biologique de John Stuart Mill, et celui de ce dernier. L'utilitarisme de Bentham et de Mill père est de type individualiste,
celui de Jon Stewart est collectif et altruiste, plutôt que collectiviste. L'idée centrale de l'utilitarisme individualiste est celle selon laquelle tout être vivant cherche à optimiser infiniment son bonheur. L'idée centrale de l'utilitarisme collectif est que toute société politique digne de l'humanité devrait chercher en permanence et infiniment à produire le maximum de bonheur pour le plus grand nombre de ses membres. C'est entre ces deux utilitarismes que se situe d'ailleurs le clivage général entre le centre-droit et le centre-gauche dans certains pays. Pourtant, Mill n'a jamais dit que Bentham avait tort. Il n'y a pas véritablement d'opposition entre l'utilitarisme de Bentham et celui de Mill, le fils de James, en dehors du fait que le premier faisait de l'individu le centre de gravité de sa pensée politique alors que chez le second cet axe central demeure la société. Ce que John Stuart Mill a fait à la suite de Jeremy Bentham et de James Mill, ce n'est rien d'autre qu'une transposition formelle du principe d'utilité dans le domaine politique. L'utilitarisme de Bentham et de James Mill est essentiellement philosophique et économique, celui de John Stuart est avant tout et globalement politique. L'utilitarisme consacre la première tentative de réforme ou de refondation en profondeur de la pensée politique et économique libérale. Si Bentham n'a pas trop fait l'objet de critiques acerbes de la part des libéraux orthodoxes, c'est parce que son utilitarisme ne contredit en rien le principe de propriété tel que le conçoivent en toute absoluité ces derniers. Quelque part, le principe d'utilité de Bentham renforce même celui de propriété des ultralibéraux. Ce qui est tout le contraire de l'utilitarisme de John Stuart Mill, qui a été très fortement attaqué de toutes parts et sur tous ses principes par les libéraux orthodoxes, le jugeant à la limite antilibéral et socialiste. Rappelons au passage et brièvement que John Stuart Mill est né et a grandi dans un cocon familial intellectuellement hors du commun, ou en tout cas d'une qualité intellectuelle fort rarissime. Son père, James Mill, était un disciple et un ami très proche de Jeremy Bentham, le père de l'utilitarisme, mais aussi un grand ami du grand économiste David Ricardo. Bentham était le parrain de notre ami John Stuart. À côté de ces trois grandes figures intellectuelles britanniques du XVIIIe et du XIXe siècle, on peut citer le grand théoricien du droit John Austin, ami de James et à qui ce dernier confia John Stuart à l'adolescence. Il ne faut pas aussi oublier parmi les mentors de notre cher ami, le frère de Jeremy, George Bentham. Mill est né et a baigné dans cette bulle intellectuelle. Dans ce cocon intellectuel de luxe, son père jugea qu'il ne fut pas nécessaire de l'amener à l'école. C'est lui-même qui s'occupera de l'éducation scolaire de son fils, qu'il veut façonner en génie et en maître de la deuxième génération de l'utilitarisme. John Stuart sera soumis, tout jeune, à peine parlant, à une éducation tellement intensive aux grandes idées qu'il en est ressorti plus tard avec une dépression. On dit qu'avant d'atteindre la dizaine en âge, notre ami connaissait bien la langue grecque et celle latine, une bonne partie de la philosophie antique, plusieurs périodes et séquences de l'histoire humaine ainsi que les fondamentaux des grandes disciplines des sciences exactes. Pas besoin d'aller plus loin dans la présentation bibliographique de cher John Stuart. Non seulement il y a plein d'écrits sur sa vie et sa pensée, mais surtout il a lui-même publié une autobiographie d'une rare précision chronologique et référentielle. John Stuart Mill est né érudit et utilitariste. Après sa crise dépressive dans la vingtaine, il chercha à se libérer de l'emprise intellectuelle de ses illustres mentors pour prendre son propre chemin mais tout en restant dans les sillons ouverts par son père et ses amis. L'utilitarisme, le libéralisme et l'empirisme. Dans chacun de ces différents registres de son héritage familial et intellectuel, il chercha à apporter une touche nouvelle. Pas besoin ici de parler de Mill et de la logique scientifique. Parlons de son utilitarisme libéral mais altruiste. Mill est anglais. Il est donc foncièrement ou traditionnellement libéral. Mais son libéralisme est avant tout éthique. C'est à ce point précis que se situe sa différence avec ses mentors comme avec les libéraux orthodoxes de son époque. Rappelons que Mill est du XIXe siècle. À quelques années près, il est contemporain de Marx, mais il a aussi vécu le début de la révolution marginaliste. Quelque part, on pourrait penser que c'est lui le principal inspirateur du courant marginaliste de Walras, Zevon et Menger qui a révolutionné la science économique, avec le calcul de l'utilité à la marge du circuit de l'échange marchand. Mais cela n'est qu'une hypothèse.
Hypothèse. Parce que simplement je veux rester humble et fiable dans mes réflexions, mais en vérité je pense que si le principe de l'utilité de la deuxième génération utilitariste n'avait pas été produit par notre Mill, les marginalistes auraient tardé à venir et l'économie moderne, au-delà d'Adam Smith, de David Ricardo et de Robert Malthus. En conséquence, la science économique n'aurait connu son essor que durant la deuxième moitié du XXe siècle. Vous imaginez un tel décalage ? Près de 3/4 de siècle rien que pour une formule simple sur laquelle tous les classiques ont buté. Toute simple. Comment expliquer qu'après avoir établi la différence entre la valeur d'échange et la valeur d'usage et l'avantage comparatif, les classiques aient pu connaître un blocage absolu sur la simple question de savoir pourquoi, par exemple, le diamant ou l'or coûte infiniment plus cher que l'eau, alors que cette dernière ressource est infiniment plus utile et nécessaire que ces pierres ou métaux précieux ou de luxe. Presque tous les historiens de la pensée économique font le saut entre les classiques et les marginalistes. Sans transition. Du coup, il y a une confusion générale en termes chronologiques et analytiques. Marx, par exemple, est chronologiquement à la fois présenté comme étant classique et néoclassique alors qu'il est un peu plus jeune que Mill, que Keynes considère comme étant le père de la pensée néoclassique. D'ailleurs, je pense qu'entre les classiques et les néoclassiques, il n'y a qu'une et une seule différence, le calcul à la marge de l'effet marchand de l'utilité. La marge comme facteur économique se comprend avec le plus de précision, à travers l'avantage comparatif. Aujourd'hui, on parle plus couramment de compétitivité. Pas besoin d'aller plus loin dans l'utilité marginale, le courant marginaliste devant nous revenir plus tard car ayant aussi contribué à l'expansion des idées qui sont au fondement de la mouvance centriste. Retournons à Mill et à l'utilitarisme. Pour évoquer les origines profondes de l'utilitarisme, on peut remonter jusqu'à Épicure et à sa philosophie du bonheur qui a influencé sans exception toutes les Lumières. Le summum bonhomme épicurien n'a laissé indifférent aucun penseur de l'ère moderne. Il a été repris de différentes manières par une grande diversité de philosophes depuis la Renaissance. Mais c'est chez David Hume que l'on retrouve les premières formulations associant le bonheur à l'utilité. Si le bonheur se définit comme l'absence de douleur et l'optimisation du plaisir, alors il faut trouver un principe paramétrique de mesure des douleurs et des plaisirs. David Hume a été le premier à avoir introduit le principe d'utilité dans ce sens. Ce principe sera repris par Jeremy Bentham qui a réussi à le formaliser théoriquement et à en faire l'une des doctrines libérales majeures du XIXe siècle. Avec Mill, apparaît un nouvel utilitarisme. Celui de Bentham étant jugé trop quantitativiste, Mill travaille à faire émerger un utilitarisme fondé sur la qualité. La question n'est pas seulement d'établir le principe du plus grand bonheur au plus grand nombre comme principe de morale publique et politique. Elle est surtout dans la valeur réelle des plaisirs et douleurs. Il est évident que cette question de la qualité des plaisirs est la question la plus délicate à laquelle a été confronté l'utilitarisme. Ce qui peut être un plaisir pour l'un pourrait être une douleur pour l'autre. Mill est conscient de cet obstacle, mais contrairement à Bentham et à son père, il ne cherche pas à contourner cette rigidité. Il décide de l'affronter en rompant très tôt avec la génération de son père. Avant même l'âge de 30 ans, il prit ses distances avec l'utilitarisme de Bentham et décida de produire et de développer sa propre conception de l'utilité comme principe paramétrique d'organisation et d'ajustement des plaisirs et des douleurs. Dans une lettre adressée en 1834 à son ami, l'homme de lettres et historien écossais Thomas Carlyle, il écrit « Je suis encore et je resterai probablement utilitariste, mais sans faire partie de ces gens qu'on appelle utilitaristes. » On pourrait remplacer dans cette dernière citation le mot utilitariste par le mot libéral. C'est exactement autour du libéralisme comme doctrine politique que se joue cette conception nouvelle de l'utilitarisme. Bentham et Mill partagent entièrement les mêmes valeurs politiques et morales, mais ils ne conçoivent pas de la même manière l'organisation politique de la société. Pour Mill, il faut nécessairement être constructiviste pour être conséquent avec le principe d'utilité ou avec l'utilitarisme. Alors que les utilitaristes de la première génération voyaient l'utilitarisme avec le même œil qu'ils portaient sur l'empirisme et son approche inductive, Mill, lui, conçoit une distinction formelle entre ces deux systèmes.
L'empirisme renvoie à une approche scientifique alors que l'utilitarisme consacre un modèle politique qui, bien qu'étant libéral, intègre un ensemble de principes éthiques. Mill reste libéral, mais à sa manière. Il juge que la génération de son père enferme l'utilitarisme dans le libéralisme et par conséquent contredit voire met en péril l'ensemble des valeurs sociales et sociétales que porte la doctrine utilitariste. Il reproche à Bentham de n'avoir pas cherché à aller jusqu'au bout de sa pensée. L'utilitarisme ne peut pas vouloir défendre et promouvoir les droits des minorités, la justice sociale, la régulation de notre rapport à la nature, entre autres préoccupations, et se laisser enfermer dans un libéralisme fortement individualiste. Cet enfermement de l'utilitarisme dans les contours du libéralisme porte réellement atteinte au principe politique du plus grand bonheur au plus grand nombre. Dans ce fameux principe, il y a deux choses ou précisément deux niveaux d'action, la production du bonheur et la répartition du bonheur. La première génération utilitariste s'est limitée au premier niveau d'action, autrement dit à la conception formellement libérale de l'utilitarisme. Or l'utilitarisme est déjà un libéralisme. Par conséquent, son application politique doit porter la marque d'un progressisme actif et de rigueur. L'idéal utilitariste, c'est le bonheur général et non le bonheur personnel. Le mot utilitariste est très mal entendu et interprété, et cela depuis toujours. Mill n'a jamais cessé de se plaindre de cette interprétation erronée, due d'une part à une mauvaise compréhension du rapport entre le bonheur et le plaisir, et d'autre part aux limites de la pensée des utilitaristes de la première génération. La confusion analytique et critique autour de l'utilitarisme ne date pas d'aujourd'hui. Elle date du XIXe siècle et n'a jamais été clairement levée. Alors que les libéraux orthodoxes considèrent l'utilitarisme de Mill comme une doctrine antilibérale, les socialistes, eux, ne font aucune distinction entre l'utilitarisme de la première génération et celui de la deuxième génération. C'est à se demander même s'ils sont conscients de l'existence d'un courant utilitariste qui, bien que restant libéral, adhère à un certain nombre de principes et de valeurs socialistes. De deux choses l'une, soit ils sont ignorants, soit ils sont sectaires et de mauvaise foi. Quant aux critiques des libéraux à l'adresse de l'utilitarisme de Mill, il faudrait distinguer celles des libéraux orthodoxes fortement influencés par Frédéric Bastiat, entre autres rares idéologues, qui déniaient à Mill toute conviction libérale, et celle de Keynes qui faisait de Mill le père des néoclassiques. Il est évident que du point de vue philosophique, idéologique et politique, les libéraux orthodoxes ne peuvent être que catégoriquement opposés à l'utilitarisme altruiste de Mill, alors que les critiques de Keynes à l'adresse de ce dernier, elles, ne peuvent être comprises qu'en prenant en considération la forte ambition du grand économiste de la relance par la demande d'enterrer tous les économistes libéraux du XIXe siècle, jusqu'à son maître Alfred Marshall, pour régner tout seul à son tour en maître sur la pensée économique contemporaine. Keynes se plaisait à distribuer sarcastiquement des titres ou des qualificatifs à ses prédécesseurs comme à ses contemporains, qu'il jugeait presque tous à côté de la plaque. À chaque fois qu'il parlait de Marx par exemple, Keynes ne pouvait s'empêcher de le qualifier de vieux. Même chose pour Arthur C. Pigou qui fut son collègue pour un temps à Cambridge et qui l'appelait « le rictus dans l'air, le professeur », car à ses yeux celui-ci se prenait trop au sérieux alors qu'il n'apportait pas grand-chose à la pensée économique. Quant aux néoclassiques, qui vont selon lui de John Stuart Mill à son mentor Alfred Marshall, en passant par les marginalistes, ils croient toujours selon Keynes avoir révolutionné la science économique alors qu'au juste ils n'ont apporté que de petits ajustements élémentaires aux travaux des classiques. Keynes nous reviendra plus loin car il fait partie de l'arbre généalogique de l'idéologie du centrisme politique. L'utilitarisme est né de l'antre du libéralisme. Tout utilitariste est libéral, mais il n'est pas que libéral. On trouve la même chose dans le socialisme politique, mais à la différence qu'à la gauche politique, on se retrouve avec le courant institutionnaliste à la place de l'utilitarisme. De la même manière que tout utilitariste est libéral mais pas que, tout institutionnaliste est socialiste mais pas que. On en reparlera plus loin dans cet ouvrage. John Stuart Mill a très tôt su situer les menaces réelles qui guettaient le libéralisme. Il a très tôt compris qu'entre le principe politique d'individu et celui économique de propriété,
Le libéralisme risquait de perdre sa caractéristique progressiste et dans le long terme toute sa capacité à faire avancer les sociétés humaines de manière saine, durable et stable. Entre l'individualisme et le capitalisme, le libéralisme risquait à ses yeux d'être très fortement défiguré, voire de se contredire sans s'en rendre compte. Notre époque nous prouve incontestablement qu'il avait tout raison. Mill est un libéral sceptique. Sa critique du libéralisme a commencé à prendre forme à la suite de sa lecture de Saint-Simon et de Comte. C'est d'ailleurs à ce niveau que son socialisme diffère du socialisme des socialistes. Au lieu d'opposer ou de mettre en confrontation l'individu et la société, il faudrait simplement considérer que ces deux entités sont à tout point de vue indissociables et complémentaires. À partir de ce postulat, il restera à savoir quel type d'ordre établir pour permettre à celle-ci d'être partout en harmonie l'une avec l'autre. Cette question est foncièrement politique. Les libéraux orthodoxes voulaient à l'époque la ramener intégralement à l'idée de la main invisible d'Adam Smith. Entre la critique utilitariste, la montée du marxisme politique mais également du syndicalisme politique dans les pays anglo-saxons, la deuxième moitié du XIXe siècle semblait favoriser une remise en question du libéralisme et de sa capacité à faire preuve de progressisme. Seulement, les libéraux orthodoxes n'ont jamais pris en considération le rapport entre le libéralisme et le capitalisme. Tous les libéraux de conviction, qui en sont arrivés à prôner vivement une réforme voire une refondation du libéralisme dans la démocratie plutôt que dans le capitalisme, sont devenus par la suite soit sociaux-libéraux, soit socialistes. Il y avait de quoi remettre en question et en cause le libéralisme, car il semblait déjà à l'époque de Mill être sous l'emprise du capitalisme. Le libéralisme est révolutionnaire. Le capitalisme n'a pas vocation à créer et à mener des révolutions. Il a un principe qui s'appelle la richesse infiniment et par tous les moyens. Quand on lui parle de la société humaine, il nous ramène tout cyniquement à la société des loups de Hobbes. Quand on lui parle de l'État, il nous ramène tout gravement au monstre évangélique du livre de Job, le Léviathan, et quand on lui parle de la politique, il nous renvoie tout directement au pouvoir. L'utilitarisme a été la première critique formelle du libéralisme. Bentham a créé un courant dans le libéralisme. Mill a créé à partir de ce même courant utilitariste une porte de sortie du libéralisme capitaliste. Cela ne s'explique pas chez lui par un rejet absolu du capitalisme en tant que modèle économique, mais par le fait qu'il était tellement attaché au progressisme libéral que lorsqu'il a vu en témoin oculaire et actif les abus des capitalistes dans les pays industrialisés et la misère que cela créait dans les milieux ouvriers du XIXe siècle et dans la société populaire en général, Mill a commencé à prôner ouvertement un renouveau profond du libéralisme, le nouveau libéralisme. Au lieu d'enfermer l'utilitarisme dans le libéralisme et de mettre ce dernier sous l'emprise du capitalisme, les libéraux utilitaristes devraient se préoccuper de rétablir l'authenticité progressiste du libéralisme. Être libéral ne veut pas dire être capitaliste, et être utilitariste ne veut pas dire être aveuglément libéral. Si le libéralisme a tendance à prendre un chemin plus capitaliste que libéral, alors les utilitaristes ont le devoir et la responsabilité de le remettre sur la bonne voie. À la suite de John Stuart Mill, Thomas H. Green et Leonard Theobauus, entre autres, ont emprunté cette voie dans le but de ramener la question sociale au cœur du libéralisme. Le libéralisme n'est pas né de l'opposition entre l'individu et la société. Il est né en réaction à la manière dont l'ordre social du XVIIIe et du XIXe siècle hiérarchisait les catégories sociales dans l'enceinte des sociétés occidentales et créait tout formellement une guerre entre les individus autour de leur liberté et de leurs droits. Au passage, on pourrait citer à côté de Mill et de ses continuateurs britanniques, le grand logicien, philosophe et épistémologue, prix Nobel de littérature en 1950, qui eut pour parrain Mill lui-même et dont la pensée politique était à divers points très proche de celle de ce dernier, Bertrand Russell. Russell sans doute parmi les intellectuels les plus intéressants du XXe siècle. J'en parlerai peut-être dans un autre livre. Le centre porte cette vocation naturelle de veiller sur le libéralisme et sur sa capacité à rester humain et progressiste à tout point de vue. La liberté individuelle et les droits qui lui sont associés sont bien évidemment non négociables, mais le libéralisme n'est pas un individualisme.
Ramener le principe libéral de liberté à l'individu et dénier à celui-ci toute caractéristique sociale et tout ancrage dans un cadre collectif, c'est faire de la liberté une valeur conflictuelle plutôt qu'émancipatrice. Tout individu a naturellement besoin d'être libre pour vivre dignement et humainement, mais il ne faudrait pas verser dans l'angélisme libéral, car les rapports de liberté sont toujours, comme nous le rappelle incessamment notre ami Michel Foucault, des rapports de pouvoir. D'où la nécessité pour toute société politique de travailler à pouvoir protéger, entretenir et promouvoir infiniment autant la liberté des individus que l'équilibre général dans les rapports de liberté. Après John Stuart Mill et son utilitarisme altruiste, le principal courant de pensée auquel devrait, à mon avis, être idéologiquement rattaché le centrisme politique reste celui marginaliste, présenté à tort comme étant ultralibéral et antisocial. C'est ce courant, dit néoclassique, qui le premier a défendu l'équilibre général comme étant l'idéal vers lequel devrait tendre tout système économique répondant de l'économie réelle, ou de la vocation de l'économie à se mettre au service de la société. Ici, cet équilibre en question ne sera pas perçu que sous un angle économique. D'ailleurs, les marginalistes ne l'avaient pas conçu qu'économiquement, mais l'histoire de la pensée économique entretient encore une multitude d'idées reçues du fait de la tendance encore forte et vivante partout, à gauche comme à droite, chez les libéraux comme chez les socialistes, à vouloir idéologiser l'économie politique. Précisons aussi que tous les marginalistes n'adhéraient pas à la notion d'équilibre général. Raison pour laquelle, je considère que seul Léon Walras est parmi les trois grandes figures du marginalisme économique de la deuxième moitié du XIXe siècle un centriste. Léon Walras, de l'équilibre général. À la question de savoir quel est le penseur qui le plus influence l'idéologie politique de la mouvance centriste, la réponse qui la première me vient à l'esprit. John Stuart Mill, JSM. La pensée de Mill n'est pas qu'économique, elle est globale. On retrouvera encore au passage notre ami JSM lorsqu'il s'agira de traiter de la conception centriste de l'économie, de la politique sociale, de l'État, de la démocratie, de l'écologie, entre autres domaines ou dossiers gouvernementaux. D'ailleurs, toutes les grandes figures qui composent l'arbre généalogique du centre ont une pensée globale, bien que leurs travaux soient généralement très fortement centrés sur l'économie politique. Cette remarque est sans doute valable pour tous les grands penseurs ayant inspiré une mouvance politique, mais ce n'est pas une banalité que de la relever ici car pour le centre elle fait ressortir une part très particulière et importante de sa singularité. J'espère qu'au bout du présent ouvrage, le lecteur prendra en toute précision la mesure de l'importance d'une telle remarque. Les chapitres consacrés ici aux penseurs et auteurs que je désigne comme précurseurs ou premiers grands animateurs du centrisme politique ne font figure ici que d'indicateurs ou de points d'indication. Aux centristes chercheurs et écrivains de creuser leurs œuvres, ils y verront de la matière pour alimenter leurs travaux sur le centre. Je ne fais ici que les introduire en tant que maîtres penseurs du centrisme politique. Après notre ami utilitariste donc, poursuivons avec le maître marginaliste de l'école de Lausanne, Léon Walras. Léon Walras est présenté, avec Karl Menger et William Stanley Zevon, comme le précurseur du marginalisme économique et un des piliers du courant néoclassique. Le marginalisme consacre l'introduction du calcul de l'utilité marginale dans l'économie, et par le même mouvement un développement sans précédent des mathématiques dans la science économique. Les néoclassiques renvoient chronologiquement aux économistes libéraux de la deuxième moitié du XIXe siècle, singulièrement ceux qui ont cherché à poursuivre les travaux des classiques du XVIIIe. Je ne sais pas jusqu'où ces catégories devenues formelles et courantes dans la théorie économique et dans l'histoire de la pensée économique sont pertinentes, mais le moins que l'on puisse dire à leur propos, c'est qu'elles sèment plus ou moins la confusion. Les marginalistes sont très souvent présentés comme une seule école, comme s'ils ont travaillé ensemble et comme s'ils étaient en accord les uns avec les autres. Ce qui est loin d'avoir été le cas. Le très célèbre concept d'équilibre général par exemple, a été introduit par Léon Walras, mais ni Menger ni Zevon n'ont voulu y adhérer. Ce dernier relevant même à Walras qu'il s'agit d'un sujet vide et inutile. Une sorte de verbiage théorique, dont l'économie aurait pu se passer.
Il est clair que prétendre pouvoir dégager avec précision et certitude les mécanismes généraux sur la base desquels fonctionne systémiquement le processus économique, à une époque très fortement marquée par la montée de l'empirisme et le début de la querelle allemande des méthodes, cela pouvait créer chez certains libéraux orthodoxes comme chez les adeptes de l'utilitarisme de la première génération un certain scepticisme. Comme toute science sociale, l'économie ne pouvait contourner l'exercice assez particulier et toujours aléatoire consistant à devoir produire une théorie générale sur son objet propre. La sociologie est passée par là avec la théorie holistique française, avant que n'émerge l'individualisme méthodologique allemand et par la suite la théorie de l'acteur. Aujourd'hui on en est à la théorie sociologique de l'individu. Même chose pour la pensée politique. D'une théorie générale de l'État, on en est aujourd'hui à l'étude des dynamiques politiques à des échelles de plus en plus réduites, avec des acteurs de plus en plus nombreux et diversifiés et avec des paramètres analytiques qui n'ont rien à voir avec ceux institutionnalistes devenus classiques voire généralement caducs. Quelque part, l'équilibre général de Walras était un projet intellectuel et scientifique absolument légitime. On retrouve d'ailleurs chez chaque grand économiste, d'Adam Smith au XVIIIe siècle à John Keynes au XXe siècle, une tentative directe ou indirecte de produire une théorie générale de l'économie. Si ce n'est intitulé théorie générale, comme chez Keynes, c'est titré principe d'économie politique, comme chez la plupart des grands économistes. Keynes a été sans doute la dernière grande tentative pour produire dans la pensée économique une théorie générale du processus économique. On retrouve ça et là dans les années 1970 des tentatives, mais entre l'essor fulgurant de la microéconomie à la suite de son émergence dans les années 1930, la complexification croissante des dynamiques économiques due à l'expansion économique et politique de la finance et la transformation du circuit général de l'économie qui lui est conséquente, il y avait très peu de chances de voir ces tentatives aboutir à quelque chose de consistant ou proche des apostrophes. Une véritable théorie générale de l'économie. L'équilibre général a ceci de particulier, qu'il reste à tout point de vue une jolie formule. Il a ceci de particulier aussi, qu'il ne semble pas porter une prétention aussi forte que celle de formules comme théorie générale ou encore principe d'économie politique. En plus de cela, la notion d'équilibre elle-même a quelque chose de rassurant car elle renvoie à l'idée que l'on se fait de la stabilité d'un ensemble considéré, de la manière dont il est établi à la manière dont il fonctionne. Il reste alors, au-delà de la forme formulaire de la formule, à voir de quoi est fait le fond, à savoir de quel équilibre parle-t-on et jusqu'où un tel postulat est-il pertinent, fiable et vérifiable. Toute théorie générale a quelque chose de positiviste et de constructiviste, elle entretient en cela un certain idéal de la part de son auteur. Walras n'a jamais caché ses positions et convictions politiques. Il a toujours dit qu'il était un économiste libéral, mais que politiquement il était d'obédience socialiste. La question de départ de sa pensée politique a été celle de savoir comment faire fonctionner une économie de marché, dans une société qui se veut politiquement et socialement juste. Il n'y a pas de réponse précise à cette dernière question, mais il est possible de dégager un principe général qui permettrait de pouvoir apporter une solution à chaque problème économique lié à cette problématique globale. Ce principe général s'appelle chez notre ami Léon Walras, l'équilibre. Il est clair qu'on retrouve chez Walras une forme d'idéalisation du marché qui frôle la naïveté, précisément dans l'idée qu'il se fait de la concurrence parfaite. Il croyait que les acteurs du marché, les producteurs et les consommateurs, les vendeurs et les acheteurs, allait être tellement rationaliste dans l'échange marchand qu'il a presque catégoriquement écarté toute possibilité de dysfonctionnement de l'équilibre marchand. Keynes l'a très fortement critiqué sur ce point précis. Pour autant, cela n'enlève rien au mérite de la pensée de notre cher ami Léon. Il fut l'un des meilleurs économistes du XIXe siècle, non pas par l'intérêt suscité par ses travaux, mais pour avoir ouvert plusieurs pistes à la science économique. Joseph Schumpeter, un des plus intéressants économistes du XXe siècle, en faisait le plus grand économiste de l'ère moderne. En tout cas, la microéconomie, qui depuis longtemps reste la branche la plus active et productive de la discipline économique, lui doit énormément. L'équilibre général répondait chez Walras d'une préoccupation majeure,
celle d'amener les économistes à travailler à produire un modèle scientifique non pas en partant de ce qu'est la dynamique économique, mais à partir de ce qu'elle devrait être. Il est clair que Léon Walras n'était véritablement ni positiviste ni empiriste. Il était paradoxalement rationaliste et constructiviste. Son approche générale se voulait proprement scientiste. C'est pourquoi il a été attaqué par tous les courants libéraux du XXe siècle. Il ne niait pas le caractère scientifiquement social de l'économie, mais il voulait isoler le processus général de celle-ci avant d'en arriver à ses dynamiques internes. C'est pourquoi il est passé de la macroéconomie à la microéconomie. On retrouve partout dans les sciences sociales ce genre d'exercice ou de projet, mais ce qui fait la singularité de notre ami Léon, c'est que son approche était à la fois déductive et inductive. Les critiques n'ont pas été patientes avec sa pensée. Le rationalisme, aucune forme de rationalisme, ne peut faire abstraction de l'induction ou de l'activité par le bas. La notion d'équilibre général prend dans l'esprit de notre ami le sens d'un idéal normativement ou constructivement établi, mais cela ne veut pas dire que ce simple principe devrait suffire pour rendre compte de tout le mode de fonctionnement de l'économie. Chez Walras, il n'y a pas de frontière entre macroéconomie et microéconomie, entre ensemble et unité, entre forme et réforme. Il était convaincu que toute forme systémique entretenait en son sein une réelle capacité à se réformer pour se régénérer. Cela, il l'a appris de son papa Auguste Walras. Walras a été le premier à avoir pensé que Marx était du point de vue économique libéral, mais à son époque le marxisme politique était tellement puissant qu'il a préféré s'attaquer aux contradictions de Proudhon plutôt qu'à ceux de l'icône du communisme. Il est clair que Marx était à son momentum politique partout dans le monde occidental entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Même Herbert Spencer, qui le détestait comme jusqu'ici personne et qui reste, avec Ayn Rand, Frédéric Bastiat et Murray N. Rothbard, le principal idéologue de l'antisocialisme et de l'antiétatisme, ne parlait pas directement ou ouvertement de Karl Marx. Ils ne sont pas les seuls. Le chancelier allemand Bismarck a été l'un des plus virulents antisocialistes de toute l'histoire politique moderne. Il prenait Marx pour un fantôme. Léon Walras s'est attaqué à Proudhon pour une et une seule raison. La radicalité de son anarchisme qui va jusqu'au rejet formel et catégorique du principe de propriété. S'il a été, après John Stuart Mill, le principal libéral à se dire socialiste de conviction politique, c'est parce qu'il pensait qu'entre le capitalisme individualiste et le libéralisme collectif et communautaire, il y avait une voie formellement politique. Cette voie, il ne pouvait pas la deviner d'avance, mais il la sentait intellectuellement. Il n'a jamais répondu aux critiques sur l'équilibre général, parce qu'il entendait le mot général de manière globale, et pas seulement économique. L'équilibre général n'est pas une notion économique. C'est une notion globale, c'est-à-dire à la fois politique, économique et sociale. À l'époque de Walras, on pouvait plus ou moins dissocier le politique de l'économique et du social. Aujourd'hui, tout répond d'un même ordre d'organisation et de fonctionnement. Le capitalisme politique et son bras armé, à savoir la finance du grand capital. Aujourd'hui, l'équilibre semble être devenu dans la conscience universelle de notre époque un mot ancien voire un phénomène contre-productif, comme l'égalité. Pourtant, Walras avait raison d'introduire ce principe. Son idée de fond était que toute société humaine est faite de sphères distinctes dont répondaient autant de logiques. L'équilibre général est une logique suprême, équilibre au sein de chaque sphère et entre les différentes sphères. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi dans ce passage de ne pas débattre tout exclusivement de la dimension économique de cette notion chez notre ami de l'école de Lausanne. Non seulement ce débat est interminable, il se poursuit encore dans la théorie économique, mais surtout, je ne pense pas que la référence majeure du centre en matière économique soit Léon Walras. En revanche, les travaux des économistes qui aujourd'hui se réclament de celui-ci dans la microéconomie sont d'une très haute qualité du point de vue de l'analyse et des propositions pour le développement des petites et moyennes entreprises. Ils sont donc d'une très grande importance autant critique ou analytique que politique au moment où l'économie réelle est malmenée dans tous ses compartiments par le boom de la spéculation dans le domaine financier. Léon Walras justifie sa place dans cette généalogie idéologique pour deux raisons principales.
la notion d'équilibre général qu'à mon avis le centre doit lui emprunter est son intérêt pour toutes les strates de l'activité économique. Le centre doit reprendre cette notion d'équilibre général qu'il est le seul à pouvoir porter. Mais emprunter la notion d'équilibre général ne veut pas dire se réclamer intégralement de la pensée économique de Léon Walras, car sa conception de la concurrence est très fortement illusoire. Mais ce qui fait une faiblesse dans la macroéconomie du maître de l'école de Lausanne devient une force dans sa microéconomie. Walras est sans doute l'un des meilleurs précurseurs de la microéconomie. Il est vrai que c'est à la suite des critiques du caractère fortement constructiviste de son équilibre général macroéconomique qu'il s'est tourné de manière plus rigoureuse vers la microéconomie, mais cette attitude n'a rien de honteux. En vérité, aucune approche déductive ne peut échapper à l'induction empiriste. Walras a assumé de bout en bout le caractère déterministe de son schéma macroéconomique, comme Keynes n'a jamais reconnu une quelconque faiblesse au sien. C'est cela, la logique formelle de la pensée holistique. Le centre n'est pas une mouvance politique bâtie sur une idéologie déclarée comme telle. C'est pourquoi les centristes de conviction n'aiment pas trop le mot centrisme. J'essaie ici de refaire le filon idéologique qui a fait naître cette mouvance entre la droite libérale et la gauche socialiste. Tous les centristes sont potentiellement de conviction socialiste, mais de pratique politique libérale. La vraie politique de gauche se fait avec une certaine dose de progressisme libéral. Il n'y a pas de discussion là-dessus a fortiori dans une époque post-libérale comme la nôtre. Tout à gauche ou tout à droite, cela ne marche et ne marchera nulle part. Guido Calogero, le grand théoricien du libéral-socialisme, pensait par exemple qu'un libéral pur n'est qu'un libéral à moitié et un socialiste pur un socialiste insuffisant. Défense du socialisme libéral 1945. La pertinence politique de la mouvance du centre réside dans le fait que celle-ci prend partout ce qui est positif et cherche à produire à partir de cet assemblage sélectif un modèle propre fondé sur l'optimum d'un équilibre organique. Il ne s'agit ainsi ni d'idéaliser ni l'individu ni la société, ni de diaboliser l'une ou l'autre de ces deux totalités indissociables. Il ne s'agit pas non plus de les opposer. Le centre est né avec pour vocation propre de permettre partout dans la société un équilibre général entre les intérêts individuels et l'intérêt collectif. C'est cela qui foncièrement le distingue de la droite et de la gauche. Le logiciel centriste est construit à partir de ce juste milieu, cet équilibre général de qualité qui, plutôt que d'opposer l'individu et la société, la liberté et l'égalité, l'individuel et le collectif, tente d'établir un lien harmonieux entre ces ensembles et principes. Je reviendrai plus amplement sur cette question de l'équilibre général lorsqu'il s'agira de discuter du rapport du centre au libéralisme et au socialisme. D'ailleurs, ce rapport est une question transversale à tous les passages du présent ouvrage, mais l'angle de vue varie d'une étape à une autre de la réflexion. On pourrait s'interroger sur la cohérence entre l'utilitarisme de John Stuart Mill et l'équilibre général, comme notion globale, chez Léon Walras. Je ne cherche pas à les rapprocher pour faire la présente histoire du centre. Leur pensée s'impose d'elle-même à cet ouvrage. J'aurais pu passer par le rapport entre le courant utilitariste et l'émergence du paradigme de l'utilité marginale pour y arriver, mais j'évite dans cet ouvrage de verser dans la théorie profonde ou pure. J'essaie de rendre accessible le présent ouvrage à tous les membres et sympathisants de la mouvance centriste, quel que soit leur niveau d'instruction ou de compréhension des grandes problématiques et questions politiques, économiques et sociales. Il y a bien évidemment un lien entre Mill et Walras même si celui-ci n'est pas directement ou facilement perceptible. Il y a une morale et une éthique dans la pensée politique de Mill, ce qui est tout le contraire de Walras. Mais les deux étaient des libéraux épris de justice sociale. C'est pourquoi tout en adhérant au libéralisme, ils se disaient socialistes. Pourtant, leur époque ne fut pas des plus tranquilles dans l'histoire de la confrontation idéologico-politique entre le capitalisme et le communisme, le libéralisme et le socialisme. Ils ont même été tous les deux témoins des premières hostilités entre ces deux doctrines, politiquement universalistes. Mais au lieu de se ranger derrière l'une ou l'autre de ces doctrines, ils choisirent tous les deux de faire preuve d'ouverture d'esprit et de vaincre en eux toute tentation ayant pu potentiellement les conduire au sectarisme idéologique. Leur libéralisme, comme leur socialisme,
n'a rien de véritablement idéologique. Il est tout simplement pragmatique et il repose sur deux principes majeurs: la liberté individuelle et la justice sociale. Ce qui est intéressant chez l'un comme chez l'autre, c'est qu'au lieu d'opposer ces deux principes généraux, ils prennent en considération ceux-ci de manière naturellement libre et critique. Là où les idéologues de droite et de gauche cherchaient à opposer l'individu et la société, la liberté individuelle et l'égalité des libertés, Mill et Walras prenaient ces ensembles ou totalités pour un même ensemble ou une même totalité. C'est toute la singularité du centre qui, à travers cette attitude aidéologique, s'affiche. Plus on avancera dans ce livre, plus le lecteur verra ce qui constitue la beauté de la mouvance politique à laquelle j'adhère entièrement et dans laquelle je resterai sans doute pour toujours. Au-delà de l'utilitarisme, de l'équilibre général et du marginalisme économique, le lien unissant ou rapprochant Mill et Walras, toujours dans la perspective d'une réflexion critique et analytique sur les origines idéologiques du centre, pourrait être recherché ou retrouvé dans la pensée politique et économique de Vilfredo Pareto, le successeur de Walras à l'école de Lausanne. L'optimum de Pareto, que connaissent tous les spécialistes de l'économie politique, est d'une pertinence sans égale aujourd'hui où tous les équilibres structurels sont en train de voler en éclats dans les pays modernes. Sans entrer en profondeur dans l'analyse de cet optimum, disons simplement que Pareto a reformulé la question de l'agenda et du non-agenda introduite par le père de l'utilitarisme, Jeremy Bentham. Selon Pareto, il y a des situations ou États qui opposent les libertés, intérêts et droits des uns et des autres et d'autres qui ne mettent personne en opposition avec autrui. L'État devrait savoir distinguer les situations les unes des autres avant d'intervenir. La pensée politique et économique de Pareto a ceci d'intéressant qu'elle affiche en toute neutralité les limites de l'action politique, entre sa légitimité et son efficacité. Cette pensée répond de bout en bout de la question de l'équilibre général. Pareto ne voulait pas se présenter comme socialiste, mais il comprenait le sens de la conviction politique des socialistes. On voit ce genre d'attitude partout. À commencer par Bentham ou les Mill, James comme John Stuart, les centristes sont de toutes les grandes causes humainement, socialement et politiquement légitimes et progressistes. Le courant utilitariste a été le premier courant à avoir eu à faire une critique de fond de la tentation de certains libéraux, à vouloir faire du libéralisme une doctrine conservatrice et anti-progressiste. Il a aussi été le premier courant progressiste général. Ce sont les centristes, entre Bentham et les Mill, surtout le fils, qui avant quiconque, ont décrété la nécessité politique d'en finir avec la discrimination raciale et sexiste et de faire de l'écologie un déterminant majeur, voire le principal de l'économie moderne. Avant même l'émergence de l'écologie politique, les centristes ont attiré l'attention des politiques sur la nécessité de tenir compte de la biosphère et du fait que de sa vie dépendait celle de tous les vivants. On le verra plus tard lorsqu'il s'agira de parler du centre et de l'écologie. Les centristes ont aussi été les premiers à avoir introduit de manière forte et formelle la question de la condition féminine dans le débat politique. Bentham était féministe. John Stuart Mill aussi. Rappelons au passage que son épouse, Harriet Taylor, dont il était passionnément amoureux, fait partie des figures majeures du féminisme du XIXe siècle. Le centre reste la seule sentinelle naturellement progressiste de l'échiquier idéologico-politique. Ce sont les centristes qui sont aux avant-postes à chaque fois qu'il s'agit d'empêcher le libéralisme et le socialisme de se replier dans un conservatisme à la fois contre-productif et dangereux. Ce sont eux aussi qui permettent de limiter la montée des extrêmes de droite comme de gauche car leur mouvance porte en elle le sens de l'autocritique et de la déconstruction constructive. Pour aller plus loin dans la présentation de l'arbre généalogique de l'idéologie du centre, sortons du XIXe siècle et menons-nous au XXe, entre notre cher ami John Maynard Keynes et le courant institutionnaliste de l'économie. John Maynard Keynes, la demande effective plutôt que la simple demande. S'il fallait choisir un et un seul penseur du XXe siècle pour présenter l'arbre généalogique de la mouvance politique du centre, il n'y a aucun doute que le nom qui s'imposerait à tous les autres est celui de John Maynard Keynes. John Stuart Mill est irremplaçable dans cet arbre car il en est le planteur, mais Keynes en est le jardinier. Mill et Keynes sont tous les deux britanniques.
Ils sont libéraux de conviction et très fortement progressistes et épris d'équilibre social. Mais ils ont vécu à des époques différentes. Keynes est venu au monde 10 ans après la disparition de Mill, la même année où Marx le quittait, 1883. Entre eux, il y a eu le courant marginaliste dont les travaux ont monopolisé une bonne partie des débats économiques de la deuxième moitié du XIXe siècle. Dans ce courant, qui, en empruntant les principes généraux de la physique classique, a réussi un coup de force scientifique sans égal dans la science économique, Léon Walras me paraît le plus centriste de tous, voire le seul. Il est évident que mon jugement opère par interprétation analytique et intellectuelle, car aucun de mes amis que je rattache au centre ne s'est présenté comme étant centriste. Mais rappelons-le encore, le centre est né du progressisme libéral et du socialisme réformiste. L'appellation centre ne date que du XXe siècle, mais les prémices de la mouvance politique centriste font remonter celle-ci jusqu'au XIXe. Keynes n'a jamais voulu être élu, du moins il n'a jamais cherché à l'être, mais jusqu'à sa disparition en 1946 il est resté actif dans la haute administration britannique en matière d'économie autant au niveau national qu'à celui international. Pas besoin ici de faire une mini-biographie de Keynes. On connaît de bout en bout sa très mouvementée vie entre la finance, l'université, l'administration économique britannique et les écrits. Ce qui nous intéresse chez notre ami de Cambridge, c'est sa conviction politique, précisément son libéralisme. Keynes se revendiquait du nouveau libéralisme, comme Hobhouse et Green à la suite de leur lecture approfondie de Mill. Seulement, chez Keynes la génération ou l'époque semble très fortement déterminante dans sa manière de se présenter idéologiquement en tant que libéral. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.